On est le 1er décembre 2022 au Qatar. On approche de la fin de la phase de groupe de la Coupe du Monde et il se passe quelque chose d'assez étrange. L'Espagne, championne du monde, s'effondre contre une équipe qui n'était même pas censée lui poser de problème. Quelques jours plus tôt, c'est l'Allemagne, quadruple championne du monde, qui avait subi la même humiliation. À chaque fois sur le même score 2-1 et à chaque fois contre la même équipe, le Japon. Emmenés par Kubo et Mitoma, les Samurai Blue terminent premiers, éliminent la Mannschaft et se qualifient pour les huitièmes. Tout le monde parle alors d'exploit, de séisme ou de miracle. Mais si je vous disais qu'en réalité, tout ça avait été planifié depuis longtemps, très longtemps même. À la fin des années 90, dans le pays du soleil levant, le foot est presque inexistant. Le sport dominant, c'est le baseball. Alors pour sortir de l'ombre, la fédération japonaise va mettre en place un plan secret. Un plan tellement ambitieux qu'il sera écrit noir sur blanc dans un document officiel de la JFA: gagner la Coupe du Monde avant 2050. Et le pire, c'est que le plus grand braquage de l'histoire du foot est déjà en marche. Pour comprendre ce qu'est en train de construire le Japon, il faut d'abord comprendre d'où il part. Et on va pas se mentir, le point de départ, c'est quasiment zéro. Avant les années 90, le football japonais n'existe presque pas dans la société. Au Japon, le sport roi, c'est le baseball, ou le judo et éventuellement le sumo. Mais le football, tout le monde s'en fout un peu, hein. Déjà, le championnat s'appelle la Japan Soccer League et c'est même pas une ligue professionnelle. Les joueurs sont des salariés d'entreprise et la plupart jouent pour Nissan, Mitsubishi ou Sumitomo Metals. Les stades accueillent entre 1000 et 3000 spectateurs par match et les matchs ne sont même pas diffusés à la télé. Le foot n'est tellement pas populaire que la plupart des Japonais ne connaissent même pas les noms des joueurs en sélection. Et en soi, on peut les comprendre vu le niveau de l'équipe à cette époque. C'est simple, le Japon ne s'est jamais qualifié pour une Coupe du Monde. En Asie, les meilleures nations, c'est la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, voire même la Chine. Le Japon, lui, c'est juste une nation puissante économiquement, mais qui n'a rien à faire sur un terrain de foot. Jusqu'au 28 octobre 1993. Cette date-là, elle est très spéciale pour les Japonais, car c'est à partir de ce soir-là que tout va changer. On est à Doha, dans le Al Ahly Stadium. C'est le dernier match de la phase de qualification asiatique pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Il y a 6 équipes qui s'affrontent dans un mini-tournoi, et avant ce dernier match, le Japon est premier et doit jouer l'Irak. Une victoire ou même un bon résultat, et ce serait la première qualification de l'histoire du pays. Autant dire que l'enjeu est énorme et les hommes de Hansoft vont bien débuter. Kazuyoshi Miura, la star de l'époque, ouvre le score à la 5e minute, mais l'Irak égalise au retour des vestiaires. Derrière, Masashi Nakayama redonne l'avantage au Japon à la 80e minute. Ça fait 2-1 pour les Japonais, il reste 10 minutes à tenir. 10 minutes pour marquer l'histoire, 10 minutes pour aller aux États-Unis, 10 minutes pour jouer une Coupe du Monde. Sauf qu'à la 90e minute, sur un corner, Jafar Omran, entré à la mi-temps, place une tête. 2-2, score final, le Japon n'ira pas au mondial. Ce soir-là, au milieu de terrain, on retrouve un certain Hajime Moriyasu. Et le choc est tellement violent pour lui qu'en arrivant à l'hôtel, il ne se souvient plus de rien. Pour les Japonais, c'est même un traumatisme. Surnommée l'agonie de Doha, elle va devenir le moteur de tout ce qui va suivre. Et la première décision, elle a même été déjà prise quelques mois avant, le 15 mai 1993. Ce jour-là, à Tokyo, il se passe un truc assez bizarre. Le stade national affiche complet, plus de 50 000 spectateurs, tout ça pour voir un match de foot. Et ce n'est pas n'importe quel match, c'est le premier match de la nouvelle Japan Professional Football League. La J-League vient de naître. Et en parlant de lancement, Sorare vient justement de lancer quelque chose autour de la Coupe du Monde qui arrive. Sorare, pour ceux qui découvrent, c'est un jeu de fantasy football où tu deviens manager, tu collectionnes des cartes de joueurs et tu construis ta meilleure équipe. Et là, ils viennent de sortir un set spécial pour le mondial, le Sorare Set Colors, qui est entièrement gratuit. Chaque jour, tu ouvres un pack avec des joueurs de la compétition, tu fais des compositions d'équipe de 5 joueurs et si tes joueurs performent dans la vraie vie, tu montes de niveau. Plus tu progresses, plus tu gagnes, l'objectif étant d'atteindre les 1000 € de cadeaux. Et si tu veux, tu peux même jouer en squad avec tes potes pour gagner des maillots dédicacés de Mbappé ou des week-ends VIP pour la saison prochaine. Alors en passant par mon lien dans la description et en utilisant le code RIBE, tu démarres avec un pack gold offert et une chance de paquer des joueurs stylés. Donc n'oublie pas le lien dans la bio, c'est gratuit et ça aide la chaîne. Et maintenant, on revient à nos Japonais et leur nouvelle J-League qui sort pas de nulle part, car elle est le résultat du travail obstiné d'un seul homme, Saburo Kawabushi.
Ancien joueur de l'équipe olympique japonaise de 1964, il passe les années 80 à convaincre les dirigeants japonais d'une seule chose: sans professionnalisme, le football japonais ne pourra jamais rivaliser. En 1988, il crée donc un comité, puis en 91, il fonde cette nouvelle ligue. Et 2 ans plus tard, quand le coup d'envoi retentit entre le verdict Kawasaki et les Yokohama Marinos, son plan est en marche. Car la J-League, c'est un championnat assez particulier. Déjà parce que les conditions d'accès sont assez strictes. Chaque club doit avoir une équipe réserve et une académie avec des U18. Des U15 et des U12. Ensuite, il faut un stade d'au moins 15 000 places, une transparence financière obligatoire et maximum 3 joueurs étrangers par club, le but étant de forcer au maximum la formation des joueurs locaux. Et normalement, vous devez commencer à comprendre, la J-League c'est pas juste un championnat, c'est plutôt un laboratoire national. Sauf qu'un laboratoire sans cobaye, ça sert à rien. Alors pour faire marcher la machine, le Japon va faire un truc assez malin: aller chercher les gros stars. Zico, l'une des légendes du Brésil, signe au Kashima Antlers et plante un triplé pour le tout premier match de l'histoire du championnat. Puis Gary Lineker, soulier d'or du mondial 86, arrive à Nagoya Grampus. Et dans les années qui suivent, ce sont 8 champions du monde brésiliens qui arrivent, avec Bebeto, Leonardo ou Dunga. Très vite, le Japon va comprendre une chose: s'il veut progresser, il ne peut plus regarder les meilleurs à la télé. Il doit les côtoyer, les observer, les imiter au quotidien, pour que les gamins japonais retiennent la leçon. Et il y en a un qui va bien apprendre sa leçon, c'est Hidetoshi Nakata. À 20 ans, il est annoncé comme le nouveau prodige de la sélection et il est déjà titulaire pour le match le plus important de son pays. Le 16 novembre 97, le Japon joue un nouveau barrage, cette fois-ci contre l'Iran, pour aller au mondial 98. Mais après l'agonie de Doha, les Japonais vont vivre la joie de Johor Bahru. On est à 2-2 en prolongation et Okano marque le but en or à la 118e minute. Pour la première fois de son histoire, le pays va jouer une Coupe du Monde. Alors certes, en France, les Nippons se font sortir dès la phase de groupe, mais il y a un joueur qui va se révéler, c'est Nakata. Élégant, technique, intelligent, il joue dans un style assez unique. Alors dans la foulée du mondial, il signe à Perugia en Serie A et devient l'un des premiers japonais à s'exporter en Europe. Mais surtout, il va devenir l'un des pionniers du foot japonais. Transféré à la Roma, il est l'un des joueurs les plus importants du titre de champion en 2001 et il sera même introduit au Hall of Fame du club. Puis l'été suivant, Parme claque 29 millions d'euros pour le recruter, ce qui reste pendant 15 ans le record du transfert le plus élevé pour un joueur asiatique. Au total, Nakata, c'est 182 matchs en Serie A, 24 buts, un Scudetto, une Coupe d'Italie, mais surtout un statut de superstar. Au Japon, les gamins le regardent tous à la télé et se disent que c'est possible, que si Nakata peut gagner la Serie A, alors le football japonais peut aller loin. Et lors de la Coupe du Monde 2002, la sélection va le prouver. Co-organisé au Japon et en Corée du Sud, le mondial se joue pour la première fois en Asie. Et les Japonais vont pas faire de la figuration. Sous la direction de Philippe Troussier, il commence par un nul contre la Belgique, puis il gagne contre la Russie et s'impose contre la Tunisie avec un but au passage de Nakata. Le pays est en feu, l'équipe nationale termine première de son groupe, chez elle, devant son peuple. Alors certes, elle tombe en 8e contre la Turquie, mais peu importe, la progression est déjà énorme. On est passé en moins de 10 ans d'un pays qui ne va pas au mondial et qui s'en fout un peu du foot, à un pays avec des fan zones remplies, des stades ultra modernes et des audiences TV records. Le football a enfin trouvé sa place au Japon et il faut absolument saisir l'occasion. Alors, 3 ans plus tard, en 2005, la fédération japonaise va publier un document officiel. Un document qui porte un titre très simple, la déclaration de la JFA 2005. Dans ce document, il y a 2 objectifs écrits noir sur blanc. Le premier, constituer une famille de foot de 10 millions de personnes au Japon. Et le second, organiser une Coupe du Monde au Japon et la gagner. Le tout avec une date limite, 2050. C'est pas un bout de papier ou une idée farfelue de réunion, c'est un plan d'état signé, archivé et mis en ligne par la fédération elle-même, avec des étapes intermédiaires chiffrées. Être top 10 mondial en 2015, top 4 mondial en 2030 en ayant 8 millions de pratiquants cette année-là. Alors pour mettre ce plan en place, le Japon va tout de suite s'activer. Dès l'année suivante, en 2006, ils ouvrent la JFA Academy Fukushima, un internat résidentiel où les meilleurs jeunes de 12 à 18 ans vivent, étudient
étudient et s'entraînent. Le but, réunir au même endroit l'élite du Japon version ballon rond. Puis pour aller encore plus vite, le pays prend une décision stratégique, exporter ses talents en Europe le plus tôt possible. Pas pour les vendre et se faire de l'argent, mais plutôt pour les former, les faire exploser et les faire revenir en sélection pour briller. Résultat, une première vague de grands joueurs japonais va émerger, avec d'abord Kagawa qui signe à Dortmund libre en 2010, devient champion d'Allemagne 2 fois de suite, puis part à Manchester United. Sous les ordres de Ferguson, il devient le premier japonais de l'histoire du club et gagne la première ligue dès sa première saison. Puis on peut citer Nagatomo qui débarque à l'Inter Milan sous les ordres de Leonardo, ou encore Honda qui passe par les Pays-Bas, remporte un championnat au CSKA Moscou, qualifie le club pour son premier quart de finale de Ligue des Champions, puis signe à l'AC Milan. Ces trois-là ne gagnent pas la Coupe du Monde certes, mais pour la première fois, des joueurs japonais s'installent dans des grands clubs européens. Ils montrent que le système a évolué, qu'il a progressé, et surtout, ils donnent envie à toute une génération de faire pareil. Car tous ces gamins, ils vont grandir avec ces stars, mais aussi avec un nouvel environnement, une nouvelle culture qui continue le soir, dans les chambres, avec des pages de manga. Et il y en a un qui va servir de catalyseur, c'est Capitaine Tsubasa. Publié dès 1981, il raconte l'histoire d'un gamin japonais qui rêve de gagner la Coupe du Monde. Et que ce soit Kagawa, Nagatomo ou Honda, ils l'ont tous cité comme inspiration. Résultat de toute cette évolution, en 30 ans, le nombre de licenciés au Japon est passé de quelques milliers à plus de 800 000. La J-League, quant à elle, est passée de 10 clubs à plus de 60, répartis sur 3 divisions. La première génération a donc ouvert une porte, la deuxième génération, elle, est en train de la défoncer. Et son plus grand symbole, c'est Takefusa Kubo, un enfant prodige repéré à 8 ans lors d'un camp du Barça à Tokyo. Recruté 2 ans après par la Masia, il inscrit plus de 70 buts en 30 matchs avec les U11 catalans. Sauf que quelques mois après, la FIFA sanctionne le club pour transfert illicite de mineurs. Kubo est donc forcé de repartir au Japon, mais avec dans ses valises une formation estampillée du Barça et surtout le surnom de Messi japonais. Il signe alors au FC Tokyo, devient le plus jeune joueur à débuter en J-League à 15 ans et en 2019 à 18 ans, il signe au Real Madrid. Au Japon, quand l'annonce tombe, la hype, elle est énorme. Les audiences à la télévision s'envolent, les maillots du Real se vendent comme des petits pains et derrière lui, c'est une vague de Japonais qui arrive en Europe. Mitoma signe à Brighton, Endo passe par la Belgique puis Stuttgart avant de signer à Liverpool. On a aussi Hiroki Ito au Bayern Munich, Doan à Francfort, Kamada à Crystal Palace ou encore Ueda au Feyenoord. Tous ces joueurs, ils ne viennent plus en Europe pour apprendre, non maintenant, ils viennent pour gagner et avec leur propre style de jeu. Parce que le Japon ne peut pas vraiment jouer comme l'Allemagne ou le Brésil. La sélection mesure en moyenne 1m79 avec plusieurs joueurs sous le 1m70. Donc dans un football où les duels aériens et la puissance physique sont importants, ils partent avec un désavantage. Alors il a fallu inventer son propre style. Un football basé sur la vitesse d'exécution, la prise de décision, l'intelligence collective et la discipline défensive. Un football où chaque dixième de seconde gagnée fait la différence. Bref, un football où le collectif compense l'individuel. Et en 2022, ce collectif va atteindre les sommets. 30 ans après l'agonie de Doha, le Japon va vivre les 2 soirées les plus légendaires de son histoire. D'abord contre l'Allemagne, quadruple championne du monde, qui va se faire retourner par Doan et Asano en seconde période, puis contre l'Espagne, où avec 17% de possession de balle, les Japonais vont écœurer la Roja. Le Japon, qu'on donnait mort avant même d'avoir commencé, termine premier, l'Allemagne, elle, est éliminée. Le monde entier parle alors de miracle, mais c'est pas un miracle, c'est 30 ans de travail qui se matérialisent en 2 matchs. C'est la démonstration que le plan fonctionne. Et Moriyasu, le coach japonais qui avait été traumatisé par l'agonie de Doha, dira après ces 2 matchs: nous avons battu les champions du monde, c'est un moment historique. Un moment d'euphorie, certes, mais qui va pas durer longtemps. Dès les 8e de finale, la Croatie remet un peu les pendules à l'heure. À la fin des prolongations, le match se termine sur un 1-1. Le gardien Livakovic arrête 3 pénaltys et le Japon est éliminé. Encore une fois, ça fait 4 fois qu'ils arrivent en 8e de finale et ça fait donc 4 fois qu'ils sont éliminés à ce stade. C'est beaucoup quand même. Et c'est là qu'on arrive au premier vrai problème du projet japonais. Parce que se faire sortir au même niveau à chaque fois, c'est plus vraiment de la malchance, c'est un plafond structurel. Les matchs au couteau, ceux où si tu perds, tu rentres à la maison, demandent souvent un truc en plus. Avoir une superstar, un mec capable sur un seul geste de faire la différence. Et ça, pour l'instant,
le Japon ne l'a pas trouvé. Mitoma peut s'en approcher, mais il est blessé pour le mondial cet été. Kubo est très bon, mais il est loin du top 5 mondial à son poste. Et Endo est fondamental, mais c'est pas lui qui va délivrer tout un pays. Résultat, il leur manque souvent ce supplément d'âme dans les gros matchs. Contre l'Allemagne et l'Espagne en poule, le Japon peut prendre le contre-pied, surprendre, presser haut et piquer en contre-attaque. Mais en huitième, en quart ou en demi, l'adversaire a le temps de s'adapter, de corriger, et la vitesse d'exécution seule ne suffit plus pour tout résoudre. Ça s'est vu d'ailleurs quelques mois plus tard en Coupe d'Asie. Le Japon perd contre l'Irak en phase de groupe, puis se fait éliminer en quart par l'Iran 2-1. Un avertissement qui leur a permis de se remettre un peu les idées en place et de se relancer. Puisque pendant les qualifications pour la Coupe du Monde de cet été, le Japon a été le premier pays à valider son billet. Ils ont survolé leur groupe avec 6 victoires en 6 matchs, 24 buts marqués et 0 encaissés. Et en préparation, ils ont fait encore mieux, avec une victoire 1-0 en Écosse, puis surtout une autre à Wembley contre l'Angleterre, chose qu'aucune nation asiatique n'avait réussi à faire. L'objectif du Japon pour ce mondial est donc clair, briser le plafond de verre des huitièmes et aller en quart. Leur groupe avec les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède est plutôt costaud, mais il reste largement à leur portée. Et de toute façon, peu importe ce qui va se passer cet été, parce que l'histoire du foot japonais, elle se joue pas sur ces 3 premiers matchs. Elle se joue sur plus de 50 ans. Ce mondial, c'est qu'une étape. Une étape sur un plan qui continue d'avancer depuis des années. Parce que pendant que vous regardiez cette vidéo, quelque part au Japon, un gamin de 10 ans s'entraîne dans une académie. Un autre signe dans un club européen. Et dans un bureau de la fédération japonaise, une personne met à jour le document avec de nouvelles étapes à gravir. Car l'objectif reste toujours le même, gagner la Coupe du Monde en 2050. Voilà, c'était le plan secret du Japon pour gagner le mondial avant 2050, j'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez vraiment. Est-ce que vous prenez le Japon au sérieux pour le mondial cet été? Et est-ce que vous pensez que d'ici 2050, les Japonais vont soulever ce trophée? Dites-moi tout ça en commentaire. Aussi comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Sinon pour info, mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Donc pour ceux qui veulent écouter dans la voiture ou à la salle, vous pouvez y aller. Et si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin, j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.